Nous avons dépassé la centaine de participants, donc je vais commencer le webinaire. Bienvenue à tous, merci d'être là. Nous allons parler de la transition du suivi des rapports et de la vérification au cadre d'amélioration de la transparence. Vous savez que c'est le deuxième et dernier webinaire de ce cours sur les forêts et la transparence dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, c'est bien d'être encore là avec nous. Nous sommes presque à la fin du cours. Félicitations de votre participation qui nous remplit de joie. Et nous sommes très heureux de pouvoir se parler comme cela. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des principales questions liées à la transition du cadre de suivi rapport vérification au cadre de la transparence améliorée. Et nous allons parler du rôle important que les arrangements institutionnels et juridiques jouent dans l'établissement de systèmes nationaux de suivi forestier robustes. Troisièmement, nous aurons la possibilité de parler des expériences, des leçons à tirer dans 3 pays en ce qui concerne les nouveaux processus et conditions à remplir dans le contexte de l'accord de Paris. La réunion est en anglais avec interprétation simultanée en espagnol et en français. Si vous voulez écouter dans l'une de ces langues, vous pouvez donc utiliser le bouton que vous voyez au bas de votre écran qui ressemble à un petit globe à la planète et vous choisissez la langue qui vous intéresse. J'espère que vous y êtes. Nous allons avoir 2 présentations suivies d'une discussion de 25 minutes avec des experts forestiers venant d'Italie, du Ghana et du Chili. Et après cela, nous aurons une session de questions-réponses de 15 minutes et ce sera à vous de prendre la parole. Au total, le webinaire durera 1h30. Sur le format Zoom, vos micros sont muets automatiquement car nous sommes nombreux, mais étant donné que nous sommes là pour débattre aussi, nous allons vous donner la possibilité de poser des questions. Dans le cadre de ce cours en ligne, saisissez donc l'occasion de poser vos questions dans la boîte questions-réponses en bas de l'écran. Vous pouvez les adresser à l'intervenant que vous voulez et vous pouvez également les applaudir ou marquer votre satisfaction avec le pouce en l'air, le pouce levé. Vous allez dire à qui vous posez la question aussi, ça sera plus facile de répartir les réponses. Rappelez-vous de sélectionner dans la boîte de dialogue tous les participants de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier de vos commentaires. Donc, il y a une boîte questions-réponses et une boîte de dialogue qui ont des fonctions bien distinctes. Cette dernière est réservée à vos commentaires ou si vous voulez simplement écrire ou dire bonjour. Vous savez que le webinaire est enregistré. L'enregistrement vous sera envoyé à la fin du webinaire. Vous me connaissez déjà. Je travaillais sur le module 3 de la semaine dernière. Je suis Emily Donegan. Je travaille pour l'équipe de suivi de la FAO pour ce qui est des questions forestières et je suis le modérateur de la présente session. Donc, écrivez vos noms, votre affiliation dans la boîte de dialogue si vous ne l'avez pas déjà fait. Et nous allons lancer la première présentation. Il s'agit d'un enregistrement. Vous savez que nos collègues de la Convention cadre sur le changement climatique sont très occupés en ce moment sur plusieurs fronts, y compris la coalition multilatérale dont on a parlé la semaine dernière. Et donc, notre collègue Lisa Hanley va nous rejoindre plus tard pour répondre à nos questions. Mais pour l'instant, nous avons sa présentation enregistrée et elle sera avec son équipe. Donc, cette présentation a été préparée par Lisa Hanley et Jenny Wall. Lisa est le chef de l'équipe
de l'unité d'évaluation et de suivi de rapport. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine au niveau national et international. Et Jenny Wang est responsable des programmes à l'unité de soutien sur la transparence et elle nous suit depuis la première session en 2014. Je mets la présentation à l'écran. J'espère que vous la voyez. Merci. Bonjour, bon après-midi. Nous n'entendons plus. Malheureusement, la vidéo n'est pas audible. Je crois qu'il y a un petit problème technique. Je vais arrêter la vidéo et essayer de la remettre. Il y a un problème d'audio. Pardonnez-nous. Tout à l'heure, ça marchait bien. Je réessaye. Unmute yourself after you launch it. Maybe that was the issue. You could only hear the sound from, okay. Share sound. Then I'm going to mute. Hi, good afternoon, good morning, good evening. Bon après-midi. Merci de participer à cette discussion sur le passage au cadre de la transparence améliorée. Je suis Lisa Henley, avec moi Jenny Wong, et nous sommes de la division transparence du secrétariat de la Convention 4 sur le changement climatique. Nous sommes responsables de la mise en œuvre des systèmes de rapport et d'examen dans le cadre du système MRV. Toutes les deux, nous avons participé à tous les processus sous une forme ou une autre. Nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui. C'est très intéressant pour de nombreuses raisons. D'abord, cette semaine, nous avons des négociations en cours, des discussions informelles sur l'opérationnalisation du cadre sur la transparence améliorée, les cadres, les schémas, les aperçus généraux et ce que devront faire les pays. C'est également intéressant parce que nous sommes en pleine phase de transition et les pays se tournent vers ce nouveau cadre et se demandent ce qu'ils doivent faire pour être prêts à le mettre en œuvre. C'est pourquoi il est bon que vous soyez très nombreux dans ce cours depuis 2 semaines. Plus de 850 personnes ont participé, c'est extraordinaire. Et nous allons avoir besoin de vous tous dans vos disciplines respectives pour pouvoir vraiment donner le jour à ce nouveau cadre sur la transparence améliorée. Nous en sommes très heureux. Donc, ce que nous devons faire, c'est de vous donner déjà des points saillants sur le cadre, sur les modalités, les procédures, les orientations, parler du calendrier, des objectifs pour l'avenir proche en matière de transparence, les souplesses offertes aux pays en développement qui en ont besoin, les nouveaux éléments dans le cadre de transparence améliorée, pourquoi cette amélioration et en quoi consiste-t-elle, et enfin, les arrangements
institutionnels qui sont critiques pour le succès du programme. Certains des avantages de la transparence, quels sont-ils? C'est une question très importante. J'ai parlé avec de très nombreuses personnes et tous les négociateurs nous disent lorsqu'on négocie sur la transparence, ça devient très difficile de suivre tous les chiffres, les tableaux et c'est très difficile de les comprendre. Pourtant, ils ont un sens. Donc, notre but, c'est de faire comprendre l'importance de la transparence. L'avantage, il est international, bien sûr. Les pays doivent soumettre des rapports dans le contexte du cadre de la transparence améliorée. Donc, il y a une obligation internationale. Mais fournir ces informations est important parce que cela démontre ce que fait un pays et si le pays est sur la bonne voie pour réaliser les objectifs dans ce domaine. Donc, les rapports, l'examen de ces informations, ça permet de s'assurer que les informations communiquées sont transparentes. C'est un gage de confiance entre les parties. C'est une occasion d'apprendre ce que font les autres, de tirer des enseignements et de choisir des options pour son propre pays. Cela permet également de mettre en lumière un certain nombre de domaines où le pays doit encore progresser ou a besoin d'une aide. Et tout aussi important, je crois, et c'est critique, parce qu'il y a tant d'avantages nationaux, et je pense que c'est vraiment notre travail que de promouvoir ces idées. Eh bien, ce qui est important, c'est qu'il y ait un soutien politique, une compréhension de la part de la classe politique. Et cela peut aider parce que le climat est une priorité pour de nombreux pays, mais ça n'est pas la seule priorité. Il y a toute une série de problèmes au niveau national que les pays essayent de résoudre. Donc, en mettant au point un système pour une transparence améliorée en matière de changement climatique, on arrive à veiller à ce qu'on travaille de façon systémique et que l'on ait des procédures vraiment efficientes pour la collecte des données. Donc, la mise en place d'un système peut aider à identifier les domaines clés où il faut opérer un renforcement des capacités, où les pays doivent vraiment progresser pour obtenir des résultats. Savoir quelles sont les sources d'émissions, quelles sont les mesures d'atténuation en place, etc. Tout cela peut trouver réponse dans le cadre des rapports à la suite de la collecte des données. Donc, qu'est-ce que l'accord de Paris? Quels sont les fondamentaux? Je pense que vous êtes tous au courant. Mais la première étape, c'est que tous les 5 ans, les pays communiquent leurs contributions déterminées au plan national. De nombreux pays vont bientôt mettre à jour leurs contributions déterminées au plan national, leur NDC, ou en français CDN, qui devrait être améliorée par rapport à celle du cycle précédent. Deuxième étape, soumettre le rapport sur la transparence. C'est un rapport biennal qui permet de juger le progrès des pays, de faire le point, donc, de la réalisation des objectifs du pays dans ce domaine. Cela est sous-tendu par les inventaires sur les émissions de gaz à effet de serre, les mesures de soutien fournies aux pays, des informations sur l'adaptation, le renforcement des capacités, etc. Ce rapport, qui devra être soumis en 2024, sera examiné par une équipe d'experts qui va en évaluer la cohérence avec les objectifs. C'est ce qu'on appelle le FMCP. Donc, examen des progrès réalisés au plan multilatéral. C'est une occasion pour poser des questions et pour apprendre. Et ces deux étapes ensemble, le rapport biennal et l'examen FMCP,
forment l'ETF, donc le cadre de la transparence améliorée. Et tous les 3 ans, on fera un bilan mondial. Donc, il a vraiment une portée mondiale. L'idée, c'est de réunir toutes les informations disponibles, y compris celles du cadre de la transparence, et de mesurer les progrès du monde par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Et les produits de cet exercice, de ce bilan, vont répondre à plusieurs buts et éclaireront la communication des contributions déterminées au plan national. L'accord de Paris reconnaît l'importance des forêts. De nombreux pays incluent les forêts dans leur CDN. Ça fait partie de leurs objectifs nationaux. Et ensuite, ces informations seront suivies dans le rapport biennal. Et le rapport biennal sur la transparence comprend également un inventaire sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que l'amélioration? C'est de partir de ce qui existe et de l'améliorer. Ça a commencé en 2000. Les pays ont soumis des rapports annuels sur les émissions de gaz à effet de serre, leurs inventaires nationaux. Et puis, vous aviez, sur une voie différente, les pays en développement qui suivaient d'autres directives sur la communication des informations nationales et qui communiquaient en même temps leurs résultats au titre de REDD+. Les deux systèmes vont être fusionnés en un seul. Même chose sur les examens, les pays développés faisaient des examens pour communiquer leurs inventaires et leurs BR, et les pays en développement avaient une analyse technique des BUR et des résultats REDD+. Là encore, on va fusionner les deux. Les pays développés font des évaluations multilatérales. Les pays en développement ont la possibilité de partager leurs opinions, de les mettre en commun, de montrer ce qu'ils font, etc. Tout cela va être, là encore, réuni en un seul système. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est la discussion sur la session de l'organe subsidiaire qui aura lieu cette semaine. Plusieurs évaluations ont été faites. 34 pays ont une évaluation en cours en ce moment même. Donc, tout cela est fusionné en un seul système. L'important, c'est que les résultats REDD+, bon, rien n'a changé dans la manière de les développer, de les obtenir. La seule différence avec le nouveau cadre, c'est qu'ils ne seront pas attachés aux soumissions au titre des BUR, mais au titre des BR. Ici, vous avez une autre vue. Voilà la vue chronologique. Les rapports biennaux doivent être soumis au plus tard en 2024. Pour les PEID, les pays les moins développés, ils le feront quand ils pourront. Il n'y a pas de date butoir. Et tout cela va remplacer les rapports biennaux des pays en développement. Le dernier sera soumis en 2024. Pour ce qui est des inventaires annuels sur les émissions, ils seront poursuivis au niveau national. 2024, c'est tout proche. Il faut du temps pour développer les systèmes, obtenir les fonds, créer les équipes. Et ce type de travail commence aujourd'hui et je crois que vous y participez les uns et les autres d'une manière ou d'une autre. Donc, si l'on fusionne en un seul système, évidemment, chacun part d'un endroit différent. Or, en 2024, il y aura de ce fait plusieurs types de rapports sur la transparence. Voilà comment nous voyons le processus aujourd'hui. Les premiers rapports étaient très différents de rapports soumis 20 ans plus tard.
Nous avons amélioré la formule et c'est à cela que l'on s'attend ici aussi. Le point important, c'est de commencer, où que l'on se situe. Les modalités, les procédures, les orientations ont des clauses de souplesse pour les pays qui doivent encore améliorer leurs capacités. Et pour les dispositions qui représentent un énorme changement par rapport à la pratique actuelle, il y aura une marge de souplesse et on expliquera que, au lieu de faire ci, les pays en développement pourront faire autre chose. Donc, ils ont un pouvoir discrétionnaire, ils ne seront pas examinés et on dira simplement dans le rapport qu'ils se sont servis de la clause de souplesse. C'est une façon de les aider à contribuer dans le temps à un système qui soit le même pour tout le monde. Quelques changements en ce qui concerne le système par rapport au système actuel. À gauche, les nouveaux éléments, la périodicité des rapports. Tous les pays doivent faire des rapports tous les 2 ans à l'heure actuelle. Mais vous savez que les pays en développement n'ont pas toujours pu répondre à ce critère-là. L'accord de Paris est un petit peu plus ferme là-dessus. Mais bon, également, les rapports sur les arrangements institutionnels, c'est assez nouveau pour les pays en développement. Il y a toujours une section consacrée aux arrangements institutionnels et aux circonstances nationales. Et là, ce n'est pas le rapport, il est important de l'envoyer, bien sûr, mais ce qui est important, c'est de dire ce qu'on est en train de faire, parce que ça permet d'étoffer le système. Faire un rapport sur quelque chose qu'on n'a pas encore fait, ça n'aide pas beaucoup. Donc, il faut vraiment que le rapport porte sur les actions déjà engagées. Ensuite, les inventaires sur les émissions de gaz à effet de serre sont quelque chose d'assez nouveau pour les pays en développement. C'est là qu'on utilisera les clauses de souplesse. L'utilisation des directives de 2006 de la CIPV, 60% des pays en développement qui font leur rapport le font sur la base de ces directives. Sur les gaz, il faut faire rapport sur les 7 gaz concernés. Or, certains ne font leur rapport que sur le CO2, le méthane et quelques gaz, mais pas les 7. Et la dernière année de rapport est T-2, c'est-à-dire que le rapport soumis en 2024 va devoir fournir des données jusqu'en 2022, ce qui change par rapport à la procédure actuelle puisque c'était T-4. Mais on prévoit quelques facilités pour les pays en développement ici aussi. Les séries chronologiques doivent remonter jusqu'à 1990. Là aussi, il y a un certain degré de souplesse pour les pays en développement qui en auraient besoin. Il faut commencer donc chaque année à partir de 2020, quand on bénéficie de la clause de souplesse. Et les projections, comment faire ces projections, quels sont les outils disponibles. Là encore, il y a une certaine dose de souplesse. Ensuite, suivre les progrès vers les contributions déterminées au plan national. Et enfin, rapport sur les aspects financiers et technologiques, renforcement des capacités. Et cela est nouveau. Le niveau de détail des informations demandées dans les tableaux est beaucoup plus élevé. Sur la base du système actuel, on a vu qu'il est important de communiquer les avantages de la collecte d'informations. C'est pourquoi la transparence est si importante. Il faut comprendre qu'on ne fait pas seulement cela pour préparer un rapport, mais qu'on le fait pour développer le système national. Et la gestion des données est un aspect clé. Et lorsqu'il y a un système d'inventaire ou de gestion des informations,
avec des SOP, des Standard Operating Procedures, donc des directives opérationnelles pour la mise en place. C'est beaucoup plus facile. Les activités sont basées sur les projets, les pays font leurs rapports et 10 ans plus tard, lorsqu'ils reprennent les éléments pour faire un nouveau rapport, il faut tout recommencer à zéro. Et ça, c'est très difficile pour tout le monde. Ça n'est pas non plus la méthode la plus efficace. Donc, avoir un système qui soit archivé va beaucoup faciliter les choses. Donc, également, créer les instruments juridiques, c'est très important parce que ça permet de solidifier les cadres juridiques, de les consolider. Il faut être régulier dans la soumission des rapports parce que le système doit réagir en temps réel ou en temps voulu au moins. Également, coordination entre les différents ministres de tutelle et pas seulement au niveau des ministres, mais également au niveau infrarégional. Les meilleures sources de données, bien souvent, sont le secteur privé, les universités, les ONG, qui complètent le travail déjà réalisé par l'administration publique. Donc tout cela vise les arrangements institutionnels. Il faut un système qui fonctionne et c'est important. Donc souvent, nous présentons des exemples de la manière dont d'autres pays ont organisé leur système. Ce ne sont que des exemples car il faut tenir compte des spécificités de votre pays, des facteurs qui peuvent fonctionner. Il est important de faire cette analyse, de la faire tôt et il faut pouvoir l'adapter parce qu'il y a un apprentissage dans le temps. Donc, quand on regarde les systèmes de gestion des forêts, c'est quelque chose qui nous intéresse justement dans ce cours, c'est qu'il faut obtenir des synergies à partir des systèmes existants et pouvoir répondre à des problèmes nouveaux. Donc, nous pensons que cela est très utile. Et je dirais que même si on commence à différents endroits, il n'y a pas de problème à différents niveaux. Il faut avoir quelque chose sur le papier, commencer à le comparer maintenant parce que vous améliorerez au fil du temps. La meilleure préparation pour l'avenir, c'est d'agir aujourd'hui. Alors, voilà quelques ressources que vous pouvez envisager. J'aimerais rappeler, je les rappelle bon, tous parce que je les ai mis là, ils sont tous importants et ils viennent de différentes perspectives. Et ce sont des documents techniques. Le premier, qui a des accords, les leçons tirées de l'expérience. Et puis, il y a un manuel technique aussi, avec des annexes avec des comparaisons côte à côte, qui peuvent être utiles. Le manuel de référence voit aussi donc des liens entre l'ETF et toute autre comptabilité possible. Voilà, alors il faudrait quand même que je vous montre cela. Comment devenir un examinateur d'expert technique? Et alors maintenant, il faut voir la meilleure préparation, c'est la participation aujourd'hui. Et bien, plus de 750 personnes participent à ce cours et nous vous encourageons tout à fait à voir ce qui se passe et ce que vous devez faire pour devenir un expert technique. Nous avons besoin d'experts dans ce secteur et si vous donniez des notions d'inventaire ou d'autres choses, peu importe, vous jouez un rôle critique dans ce processus. Et je peux vous dire que j'ai été dans le processus d'examen comme examinateur et puis maintenant au secrétariat. Et je peux vous dire que c'est tout à fait important. Jenny aussi a beaucoup participé. Elle a été dans le premier examen aussi. Alors, c'est très bien. Vous apprenez beaucoup. Vous aidez à ce processus dans le pays. Je voudrais vous encourager d'envisager cela. Et voilà, quelques messages clés pour conclure. Dans ce processus, l'ETF est une fondation de l'accord de Paris et il est important que vous y pensiez maintenant et que vous deveniez actifs dans vos pays
Les forêts sont toujours un défi. C'est un élément clé de n'importe quel système. Et c'est difficile dans un inventaire de comptabilité. Alors, beaucoup de gens y pensent maintenant. Et au niveau technique et institutionnel, pour renforcer un système dans le pays pour aider. Et finalement, nous vous encourageons, comme je l'ai dit, à faire partie du processus, vous autonomiser. Nous espérons vous voir en Bonn ou ailleurs dans les années à venir et être très actifs dans ce processus. Je vous remercie. Okay, great. Merci beaucoup. Bien, j'espère que vous avez bien compris cet encouragement de Lisa pour signer, pour être des experts. Okay. Voilà. And yeah, thanks so much to Lisa. Merci beaucoup à Lisa et Jennifer qui ont préparé cet enregistrement pour nous. Elles seront avec nous plus tard pour la session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte questions-réponses. Okay. Bon, So I think before we continue, avant de continuer, je voudrais faire un petit sondage maybe a little bit. I think pour mieux comprendre ce qu'il en est. Vous devriez la voir à l'écran maintenant. J'espère que vous pouvez le voir aussi. Voilà le petit sondage. 4 questions. Et nous avons 4 questions. La première, est-ce qu'il y a assez de prise de conscience du cadre pour le cadre de mesure de rapport de vérification dans votre pays, ainsi que du cadre de transparence renforcée? Alors voilà, veuillez répondre. Donc. The second question is, Et la deuxième question, est-ce que les activités de ce changement climatique, de rapport sur le changement climatique sont transparents et fiables dans votre pays? Et puis, l'autre secteur, dans ces activités de rapport. Et finalement, la quatrième question, est-ce qu'il y a assez d'accords pour les systèmes de suivi forestiers et la durabilité dans le rapport national? Et là, il s'agit des accords institutionnels et juridiques mis en place pour les systèmes forestiers nationaux. Nous allons vous donner quelques instants pour répondre à ces 4 questions. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé. So once again, we have first on awareness of the ETF. Question sur la conscience des exigences en matière d'ETF, de cadre de transparence renforcée. L'autre sur le rapport sont assez transparents et fiables. Et dans vos pays, la troisième, c'est pour savoir si votre pays a assez d'accords institutionnels et juridiques pour assurer la durabilité des systèmes nationaux de suivi de forêt. Ça, c'était la quatrième. La troisième question, c'est de savoir ce que vous pensez des activités de rapport sur les changements climatiques. Bon, nous pouvons conclure le sondage. Je pense que nous avons plus de 50% des participants qui ont répondu. Oui, plus de 100 personnes. Nous pouvons donc conclure et voir les résultats. J'espère que vous verrez les résultats. Voilà, les exigences de déclaration CTR sont suffisamment connues. Plus de 50% des participants disent qu'ils ne pensent pas qu'elles soient connues. Donc, ces contributions de ces cadres de transparence renforcés, et oui, c'est quelque chose pour l'avenir peut-être. C'est pour ça qu'on a ce cours, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, il y a de nouvelles exigences, mais nous devons savoir davantage. Alors, c'est très intéressant. Alors, deuxième question, le plus de 50%, quasiment les 2 tiers des participants ont dit que les activités d'établissement de rapport
de changement climatique sont transparents et fiables dans leur pays. Ça, c'est encourageant. Et de même, donc, est-ce que le secteur de ces activités de changement climatique, là, environ 80%, on dit oui, c'est quasiment c'est la majorité des participants qui pensent que c'est étudié de façon adéquate. Et je pense que les gens de secours participent dans une certaine mesure au suivi des forêts, au rapport des forêts et au rapport sur le changement climatique de façon générale. Vous connaissez l'importance des forêts, ce qui est très bien. Et la quatrième question, est-ce qu'il y a assez d'accords institutionnels et juridiques pour assurer la durabilité du système national de surveillance des forêts? Environ 50% dit non. Et ça, c'est donc quelque chose sur quoi il faut travailler. C'est tout à fait intéressant. Alors, merci à tous. Nous allons arrêter de partager ces résultats. Voilà qui conclut cette partie. Merci beaucoup de votre engagement, tout à fait intéressant. Et maintenant, ce qui est particulièrement intéressant pour la dernière question, la question 4, pour savoir s'il y a assez d'accords institutionnels et juridiques dans les pays pour assurer des systèmes nationaux de suivi des forêts. Nous avons maintenant une présentation de Francesca Felicani Robles de la FAO qui travaille à REDD+ aussi, et elle va maintenant nous dire ce qu'il en est. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Bon après-midi à tous. Et je suis partie à ce cours de formation. J'ai eu l'occasion de partager certaines idées de ces publications sur les forêts et qui est un cadre pour un suivi durable des forêts dans les pays REDD+. Avant de commencer à voir son contenu, j'aimerais vous rappeler qu'en fait, ce document est le résultat d'un long processus commencé en 2016 lorsque la FAO dut fournir des aides pour des pays forestiers, surtout en Amérique latine à l'époque, qui voulaient encourager leurs systèmes nationaux de suivi des forêts, donc renforcer les accords institutionnels avait aussi été mentionné, et être plus clair quant au rôle et responsabilités qu'ont ces instituts. Et donc, est-ce que ça fait partie de la solution pour aider le secteur forestier? Donc, avec ces systèmes nationaux, là, vous voyez à droite la couverture de la publication qui a été lancée officiellement en mars de cette année, mais aujourd'hui, et grâce donc au département des forêts, nous avons la traduction en espagnol et en français de cette publication. Vous allez pouvoir avoir accès rapidement à un lien des publications dans ces langues. Et nous pouvons voir aussi un peu la teneur de ce document. Et nous allons commencer en essayant de comprendre mieux pourquoi des accords institutionnels et juridiques sont nécessaires donc dans les forêts. Ensuite, nous décrivons quelles sont les étapes à suivre pour adopter un instrument juridique pour fixer donc un système national de suivi des forêts. Puis nous avons différents types d'instruments nécessaires pour réglementer ce système national. Et finalement, des études de cas et des histoires de succès. Dans l'ensemble, ce document sert de base pour mieux comprendre l'importance qu'il y a à institutionnaliser un système national de suivi des forêts dans chaque pays, surtout d'un point de vue juridique. Mais la pertinence d'un cadre institutionnel et juridique avec ce système national a été pris en considération dans les principes nationaux et les directives volontaires sur les systèmes de surveillance, systèmes nationaux de surveillance des forêts et le processus d'institutionnalisation du système national.
Et puis, il parle d'institutionnalisation de notre système en accordant un instrument juridique, clairement, un mandat et des responsabilités à l'usager, comment il peut participer à la collection, à l'analyse, à la diffusion de ces données avec tous les mécanismes de coordination. Il y a des institutions avec un mandat très clair pour faciliter la tâche d'assurer la durabilité du système national de suivi des forêts, de tester et d'utiliser comme il faut donc le réseau de RED+, et puis aider les décideurs pour réduire la déforestation. Dans l'ensemble, c'est un système de suivi institutionnalisé national, donc peut nous aider, alors que donc ça peut être une responsabilité fondamentale des gouvernements qui se l'approprient. Et ça peut aider à s'assurer que les données et les informations sont recueillies de façon cohérente, bien gérées et mises à disposition et analysées au fil du temps. Cette expertise nationale, on l'a maintenant. Comme nous le savons, c'est vraiment une amélioration du système. Et le gouvernement a semblé sur le point d'analyser les informations y afférentes. Et nous avons une structure de gouvernance très claire, ce qui est indispensable. Mais comme nous le savons, avoir accès aux données forestières, c'est aussi un problème. Il y a un manque de confiance et des préoccupations à différents niveaux. Et nous avons un cadre juridique parfois qui est à la base de ces problèmes pour l'accessibilité des données. Les solutions informelles parfois peuvent fournir des résultats à court terme, mais elles ne sont pas durables à moyen et long terme. Alors, en réponse à ces défis, l'adoption d'un accord juridique interinstitutionnel pourrait être utile pour garantir la durabilité, l'appropriation par les États, l'appui financier donc de ces systèmes nationaux de suivi des forêts. Et maintenant, nous allons très rapidement décrire un petit peu cette approche qui a été adoptée par la FAO pour guider le développement et l'adoption d'instruments juridiques pour institutionnaliser la question. L'approche, comme vous le voyez ici, est fondée sur une analyse des lacunes systématiques dans les cadres juridiques existants liés au système national de suivi des forêts. Et puis, nous déferons toute une série de recommandations pour les gouvernements, rappelant les points faibles et les problèmes après avoir défini dans le rapport juridique. Et puis, s'il est nécessaire d'aider le gouvernement en rédigeant tout autre instrument qui pourrait s'imposer, que ce soit une législation, un décret, et donc faire partie des experts juridiques dans toutes les phases d'établir. Donc, ça peut aider à soulever les préoccupations et trouver des solutions appropriées. Et comme l'a dit Lisa, elle devrait être taillée sur mesure pour chaque pays. Dans le document, en plus de la description de l'approche étape par étape, nous fournissons aussi certaines vérifications. C'est un outil, cette liste, cette checklist, donc pour définir les différents facteurs que vous voyez ici à l'écran, qui nous semblent être indispensables et doivent participer dans n'importe quel système national de suivi des forêts. Et donc, ça doit être inclus dans les textes juridiques pendant les réunions préparatoires. Il faut définir ce qui est nécessaire pour fournir ou inclure ces éléments dans le texte. Et si d'autres consultations sont nécessaires après. Et maintenant, très rapidement,
nous allons présenter des solutions potentielles juridiques pour le type d'instrument, par exemple, qui pourrait être adopté pour réglementer un système national de suivi des forêts. Alors, tout d'abord, nous pouvons penser à l'adoption d'un système national. Alors là, nous faisons des interventions au Parlement. Peut-être que nous devons présenter des réformes sur la loi de l'environnement et pour la commission permanente du Parlement. Et c'est un processus de consultation qui pourrait se dérouler. C'est un processus assez long. S'il n'y a pas de consultation en cours et s'il n'y a pas de bonne volonté politique pour jouer un rôle positif. Et deuxièmement, les solutions potentielles peuvent consister en l'adoption donc de législation secondaire, c'est-à-dire là les textes juridiques, les textes institutionnels qui seront adoptés par le ministère compétent. Ainsi, le gouvernement suffira à avancer sur les instruments. Un autre ensemble de solutions peuvent être de faire participer les parties, les différentes entités, parties prenantes, qui ont un intérêt à avancer sur ces aspects. Par exemple, en passant des accords formels ou des contrats, en développant un partage de données sur des accords, par exemple, par rapport aux pays, en tout cas pour les parties compétentes. Dans ce cas, les organes législatifs et juridiques des pays. Et en conclusion, je vais vous présenter très rapidement une étude de cas qui est contenue dans le document. Et la plupart des études de cas sont sur les cas d'Amérique latine, parce que nous sommes basés à Panama et j'ai travaillé là avec le gouvernement de ces pays de la région. Et nous avons vu au fil des dernières années des résultats très concrets, et donc venant de pays comme l'Équateur, le Honduras, le Venezuela, donc pour adopter ces deux législations. La Colombie a adopté donc l'arbre en 2015 en établissant l'approche que nous l'adopterons pour élaborer un système national convenable. Et une autre question, bon, c'est le Costa Rica. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais le Costa Rica est considéré comme une histoire à succès parce que ça a été un effort énorme d'intégrer tous les ministères dès le départ, pas uniquement de l'environnement, de la justice et des institutions dans le monde en développement, une réduction en tout cas. Mais dans le document, vous verrez aussi les rapports de l'Asie et de l'Afrique. Et l'Ouganda, par exemple, commence à l'heure actuelle ses efforts dans ce sens. Et en Asie, nous sommes donc vraiment encouragés par ce qui s'est passé en Ouganda. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre à toute autre question dans la boîte de dialogue, mais pour l'instant, je m'en tiendrai là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Francesca. Et merci pour cette présentation qui rappelle à nouveau, donc comme celle de Lisa, donc les accords institutionnels très importants pour la question. Alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, pour tous nos orateurs, je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé. Ça me semble une très bonne idée. Je voudrais vous rappeler qu'il y a l'interprétation simultanée disponible en espagnol et en français. Et vous pouvez passer d'un canal à l'autre sur le petit bouton en bas de l'écran qui ressemble à un globe terrestre. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez choisir entre l'espagnol et le français. Bon, et bien maintenant, nous allons avoir la discussion de table ronde
Nous allons entendre parler d'experts du climat, de l'Italie, du Ghana et du Chili, qui vont faire part de leurs expériences sur les mesures qui ont été prises par leur pays jusqu'à présent pour faire rapport sur leurs pratiques au fil du temps. Ça va être très intéressant. Et donc, après ce que vous ont dit Lisa et Francesca, les 3 pays sont des parties donc à l'accord de Paris. Donc, l'Italie, donc comme pays de l'Inde, de la zone A, donc sont différents du Chili et du Ghana. Mais le Chili et le Ghana sont par exemple donné des niveaux de référence. Ce sera donc très intéressant de voir les côtés semblables et les différences entre les 3 pays. Alors, merci à tous les 3 d'être ici parmi nous aujourd'hui. Cette session durera environ 25 minutes et vous aurez l'occasion de aussi poser des questions. Voilà, et on va poser vos questions dans la boîte questions-réponses. Je vais donner la parole à Jorge Trujillo, qui est le coordinateur du CONAF, Coopération nationale forestière du ministère de l'Agriculture du Chili. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, Georgina. Et d'abord, qu'en est-il de ces systèmes du Chili dont vous nous avez parlé, de mesures de rapport et de vérification? Vous avez parlé sur une étude de cas au Chili qui a montré vraiment le travail de suivi forestier réalisé avec le système de modèle donc du Chili, et vous avez parlé des mesures qui ont été prises pour institutionnaliser déjà ce système, ce qui me semble très bien pour la durabilité qui a été rappelée par Francesca. Ma question est la suivante. Quelles sont les prochaines étapes pour le système au Chili? Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tous. Oui, je représente donc la Corporation nationale des forêts, qui est le point focal de REDD+, au Chili, qui libère et organise le suivi des forêts. Dans ce sujet des prochains pas, donc dans le cadre forestier, c'est d'élargir les informations dont on dispose sur les niveaux donc de forestiers dans les régions du pays où parfois c'est difficile pour différentes raisons d'agir. Par exemple, aller dans des zones avec une couverture de certains chiffres. Donc, il faut diversifier, élargir ces superficies, donc en prenant des informations, surtout dans les régions qui représentent qui ont une représentation importante du couvert forestier du pays. Et dans ce sens, pour nous, vraiment, c'est un grand progrès de pouvoir appliquer et de varier nos méthodologies dans la région. Et de même, ce que nous faisons ces temps-ci, c'est d'aller dans des zones forestières qui sont associées à des climats plus tempérés et peut-être donc moins frappés par qui peut-être sont moins frappés par la sécheresse. Nous travaillons sur des méthodes pour voir un petit peu quels ont été les résultats du changement climatique sur ces forêts et par exemple le manque d'eau. Et ce que nous voudrions faire aussi et qui est important dans le système national de suivi, c'est de présenter un nouveau niveau de référence. C'est ce qui est prévu dans le plan de notre pays et pour pouvoir l'année prochaine signer la conférence où 99% des superficies du couvert forestier du Chili. Donc, nous avons sur les forêts tempérées, donc ce que nous avons fait en 2016. Donc, ça couvrait que 6 régions du Chili à l'époque, et avec cet élargissement, nous recouvrions, comme je le disais, quasiment l'ensemble de la superficie forestière du Chili. Et dans le cadre de la transparence, nous développons des outils semi-automatiques pour
contribuer bien sûr à la transparence de l'information et en même temps pour simplifier et rendre plus efficace le processus de suivi, surtout dans les mesures d'atténuation exécutées par le pays pour réaliser les ODD. Dans ce cadre, nous développons au jour d'aujourd'hui un système qui nous permet d'assurer le suivi et de contrôler les activités qui sont réalisées dans le cadre de notre stratégie nationale, donc du changement de l'utilisation des terres et ainsi de pouvoir assurer le suivi directement pour que ce qui se fait dans les différentes régions du pays. Tout particulièrement, nous voulons assurer le suivi des mesures réalisées donc avec l'aide du Fonds vert pour le climat et ainsi en 2019, nous avons pu bénéficier de cette aide et nous avons entamé la phase de mise en œuvre de projets pilotes dans la région. Avec le Fonds vert pour le climat, l'objectif, c'est qu'avec ce système, on peut assurer un suivi cohérent donc et transparent de ce qui est fait. Et c'est ce que nous voulons comme CONAF, donc pour atteindre les objectifs d'atténuation des effets du changement climatique. Je vous remercie. Merci Virginia. Georgina, et bien la deuxième question est de savoir exactement qu'est-ce que le fonds, quelle est leur expérience. Vous en avez déjà parlé. La question, c'est que nous en avons déjà parlé, mais quelle a été la contribution du système national de suivi forestier à cette réalisation? Oui, bien sûr. Eh bien, je ne sais pas si nous avons été les premiers ou un des premiers pays, en tout cas, donc de faire ce paiement par résultat au Chili. Ça a été un processus donc qui a été assez intensif de recommander aux pays qui étaient intéressés. Donc, ce processus doit être coordonné, il doit se faire en bon ordre, il doit être fait de façon détaillée avec toutes les informations mises à disposition par le système. L'expérience que nous avons eue, c'est que plus ce système de suivi est systématique, plus c'est facile pour le pays d'avoir accès donc à ces avantages. Par exemple, toutes les données sont centralisées au CONAF. Au CONAF, il y a différentes unités qui participent, qui nous donnent des informations fondamentales et sur le suivi des forêts. Et il est donc très important que nous puissions disposer de toutes ces informations de façon intégrée parce que dans cette guichet de financement, donc on doit voir ce qu'il faut mettre, il faut voir tous les détails, les processus, les informations utilisées et il faut aussi que nous puissions travailler en nous différents objectifs. Un objectif, ça pourrait constituer donc des mesures des résultats. Une autre, ça pourrait être donc de remplir telle ou telle cible ou d'autres engagements que prennent les pays aussi. Donc, pour ces résultats fondés sur des paiements pour réduire la déforestation, il faut appliquer cela. Il faut que ce soit intégré pour pouvoir répondre rapidement à toutes les questions qui se posent dans le cas, par exemple, de la participation du Fonds vert avec le climat. Et pour le Chili, même si nous avons un système national fondé sur les processus qui existent dans la CONAF, nous n'avons pas les accords institutionnels nécessaires, formels, pour pouvoir travailler. Nous opérons dans ce qu'on a déjà et qui fonctionne, comme je l'ai déjà dit, avec les unités qui existent déjà au CONAF, mais il y a d'autres parties du système, une partie des informations qui sont d'accès plus difficile, qui viennent d'en dehors. Et là, bien sûr, il faut trouver un accord institutionnel formel qui pourrait avoir les informations plus rapides. Donc, il est tout à fait nécessaire d'avoir des accords formels pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Très intéressant ce dernier point, l'importance des arrangements institutionnels pour l'échange d'informations.
That's really important. C'est important de le dire. Our second panelist then is Alors, Riccardo deuxième De Laurentiis of Italy's ISPRA, which stands intervenant for Istituto de Superiore l'ISPRA, per l'Innovazione e la Ricardo De Ricerca Laurentiis. Ambientale, which is the Italian National C'est Institute for l'Institut Environment Protection italien and pour la Research, protection de which is l'environnement et la responsible- recherche. so he is responsible for reporting Il est Italy's greenhouse gas responsable emissions to the UNFCCC. du So thank you for rapport being with us à la today, Convention Riccardo. en ce qui concerne les My first émissions question to you then is, de gaz à what effet de have serre en been the Italie. challenges Première faced and question, strategies quels ont used été so les far défis for rencontrés, les preparing stratégies for the utilisées transition jusqu'à to new présent reporting pour se requirements in the préparer enhanced à transparency la framework? transition vers le cadre de transparence améliorée? Merci de votre invitation. Merci, ce webinaire est vraiment très intéressant. Vous savez que nous faisons partie des pays développés, donc nous avons des engagements importants à l'égard de la Convention cadre. Et nos engagements au titre de la transparence améliorée sont assortis de l'élaboration de rapports sur la déforestation. Donc, pas seulement dans le cadre de la transparence améliorée, mais également ce qui concerne REDD+. À mon avis, il s'agit de préparer des rapports au titre des changements d'utilisation des terres, donc remplir la matrice pour ça, et puis préparer des inventaires nationaux des forêts. Et une troisième exigence pour les pays développés, qui est assez complexe, c'est d'obtenir des informations sur la cartographie des sols. Ça vous permet d'estimer les catégories pour les terres agricoles, terres forestières, etc. Le premier gros problème, c'est la collecte des données. La qualité du son est vraiment à la limite pour une interprétation correcte. Il est important de bien des façons de satisfaire aux objectifs, d'avoir des arrangements institutionnels, mais à mon avis, désolé, mais la qualité du son est absolument impossible. Nous ne pouvons pas faire une interprétation cohérente. Our experience was to build a network of people, and of course, institutional arrangements in Italy, as you say, we are responsible for the preparation of the whole inventory. So in this sense, we are involved in the emission removal estimations of everything, but we try to involve net people in the university, in the institutions, to help us in this work, and especially with aim to improve the awareness of this framework, the enhanced transparency framework, the importance of the climate change issues,
and the acceptance of political acceptance that is necessary to plan and to share climate action policies and measures. For that, all the relevant ministries should be involved in the preparation of this work, at least informed, and involved in the because many data and information are shared, are available in different institutions. Of course, there is the need of qualified resources. In this sense, capacity building is a really important issue. And I would announce here the importance to the review process, because the review process, the participation to the review process is something that helps both who is reviewed and who is the reviewer, because it's really a share of knowledge, and this is one relevant issue to improve also in your country, participating, reviewing other countries, provide an improvement in knowledge that could be help the improvement in your country of inventory. And another issue relevant is the relation between inventory and projection, in the meaning that projection should be based on the inventory estimates. It should be coherent with inventory estimates. And this is an issue also relevant in this ETF framework, because NDC, the policies on forest, for example, could be part of the NDC. And so the NDC means to have an idea of how will be the removals in your country in the future, or emission, what is the evolution of your forest in the future in your country, and this is really linked to the knowledge of your forest up now. And so the first step is the inventory, and to have an inventory, emission inventory team in place is really important, because guarantee the continuity of the work in the is the basis of the institutional arrangements, the definition of a team of people and an organization responsible for the preparation of the emission inventory that could guarantee the transmission of the knowledge. And because up to now, especially for developing countries, the preparation of the inventory of the national communication of the BOR is related to a single project that start and end, and then nothing remains in the countries, and not except the report, the final report, but is the knowledge that should remain in somewhere in the country. Thanks a lot, Riccardo. Merci beaucoup, Riccardo. Désolée pour les participants, mais je vois qu'il y a des commentaires dans la boîte de dialogue comme quoi il y a des difficultés pour l'interprétation en français et espagnol. En effet, l'orateur n'était pas audible. Désolée. Merci, Riccardo. J'aimerais poser une question à notre troisième intervenant, Thomas Jambra, directeur au secrétariat RED+, du directorat changement climatique du système de suivi national du Ghana. Donc, merci d'être là aujourd'hui. J'ai une question pour vous. Comment est-ce que la transparence des données est utilisée au Ghana pour se conformer aux obligations de rapport au titre de la Convention cadre et au titre
des émissions. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Merci de ces présentations de Jamie et du Chili, de l'Italie. C'est très intéressant. Pour répondre à votre question sur la manière dont la transparence a été utilisée au Ghana, d'abord, il faut considérer les différentes approches utilisées au Ghana. D'abord, on a un contexte multisectoriel. Il n'y a pas une équipe sectorielle qui s'intéresse à la collecte des données. Donc, je prends l'exemple du secteur forestier. Il y a la commission forestière, là où je travaille, qui coordonne les activités. Cependant, nous avons des gens du milieu universitaire, des ONG et de nombreux autres secteurs qui forment l'équipe qui est chargée de collecter les données auprès des différentes institutions pour guider le processus. Et ce faisant, nous essayons de voir comment nous allons nous procurer les données et comment nous allons les traiter et les utiliser. Toutes ces institutions participent au processus, elles y sont représentées. Et c'est ainsi que nous élaborons notre rapport à la Convention cadre. En ce qui concerne le secteur forestier stricto sensu, on utilise la même approche. Le Ghana a soumis un rapport en 2017 et un projet de rapport qui a été soumis à la Convention cadre. Alors là encore, c'est la même approche multisectorielle avec la participation de différents secteurs. Il y a un institut de recherche forestière, par exemple, qui fait des travaux et qui nous fait bénéficier de ses compétences. Même chose pour le milieu universitaire, qui s'occupe de certains calculs. Donc, une fois que les données sont produites, il y a une vision commune des différentes parties prenantes. Ils savent comment l'utilisation a été produite, comment elle a été traitée et comment elle est utilisée. Au niveau national, il y a un inventaire national, un inventaire sur les gaz à effet de serre. Alors, nous avons un plan d'inventaire qui guide ce processus et qui est connu de tous les secteurs. Ils savent donc comment on va s'y prendre pour produire l'inventaire. On a également la possibilité de produire des données uniformes. Alors, ensuite, ces données viennent alimenter le rapport national. Donc, tout ça est assez normalisé. Les différents secteurs se réunissent et on passe en revue les données, on voit quelles données sont importantes et intéressantes et nous les incluons dans le rapport. Mais c'est un processus qui est partagé avec tous. Et une fois que tout a été fait, une fois que les améliorations ont été discutées, on apporte des améliorations. De la même manière, donc le secteur forestier agit comme ça. Merci. Merci donc des explications sur cet important travail qui doit être fait sur les données. Il faut que les données puissent se parler les unes les autres et il faut assurer la transparence. Donc ça, c'est entre les différentes organisations. Donc c'est important. Nous avons très peu de temps. Nous allons donc mettre fin à cette discussion avec les intervenants. Merci à Thomas, Georgina et Ricardo. Merci beaucoup. J'aimerais également dire que 2 des études de cas ont été préparées en anglais, français, espagnol pour le Ghana et le Chili et que les résultats
les liens figurent dans la boîte de dialogue. Time now for questions. Nous avons le temps de poser une question à Jenny Presentation of Lisha. sur la présentation de Lisa. La question est la suivante. De nombreux pays en développement s'efforcent encore de mettre en œuvre les obligations en matière de transparence. Pour ces pays, l'amélioration de la transparence au titre de l'accord de Paris va vraiment être difficile. Alors, quel message clé donneriez-vous à ces pays qui s'efforcent de remplir les obligations en matière de transparence liées à l'accord de Paris? Bon après-midi de Bonn. Où que vous soyez, je vous salue. Nous sommes présents et venant du monde entier. Vous savez que les sessions sur le climat se tiennent. Cette nuit, nous avons terminé un atelier à 3 heures du matin. Donc, j'espère de faire le point de tous les fuseaux horaires. Donc, merci de votre question. Et merci de m'avoir invité, Louisa et moi, de nous avoir invités, Louisa et moi, à ce MOOC. Une très bonne expérience pour nous la dernière fois déjà. Et nous espérons que la présentation de Lisa va être une contribution utile pour sensibiliser, pour développer les connaissances sur l'importance de la transparence, surtout pour les pays qui vont s'atteler à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je pense que Lisa est là, mais je peux répondre si vous voulez. Quels seraient donc les messages clés à transmettre au pays de notre part? Il a été dit par Lisa dans sa présentation tout à l'heure qu'il est très important que les pays participent au système actuel parce que c'est vraiment la meilleure propédeutique pour préparer l'avenir. Il faut donc renforcer la sensibilisation aux obligations du cadre de transparence améliorée de l'accord de Paris. Plusieurs questions d'ailleurs ont porté là-dessus. Comment nous préparer? Comment répondre à ces obligations? Combien de temps faudra-t-il? J'ai lu pas mal de questions là-dessus dans la boîte. Alors, la principale réponse à cette question ou à ces questions, c'est que les pays doivent viser à commencer tout de suite. Donc, si l'on veut préparer le cadre de transparence amélioré, il faut commencer dès maintenant. Dans la présentation de Thomas pour le Ghana, sur le processus RED+, par exemple, eh bien, vous avez vu très clairement qu'un pays doit se préparer et obtenir les données requises, utiliser le RED+ comme moyen. Et donc, comme cela est noté dans la présentation, il est important d'avoir des arrangements institutionnels pour soutenir le système actuel de suivi, rapport, vérification et assurer en même temps une transparence améliorée. En 2024, enfin 2024, ce n'est pas si loin que cela. Donc, il faut arriver à posséder les capacités, les ressources nécessaires pour le faire, dès maintenant, parce que les pays ne sont pas du tout au même degré d'expérience ni de capacité sur la ligne de départ. Donc, il faut améliorer dans le temps, acquérir de l'expérience. C'est ça le point de départ. Et il est important que les pays participent au système actuel, MRV, et qu'ils continuent. Et si les pays n'ont pas encore soumis de rapport, eh bien, il faut qu'ils utilisent l'expérience passée pour pouvoir se conformer aux obligations de l'accord de Paris. J'ai déjà parlé de l'exemple de Thomas sur le Ghana
qui est très clair de ce genre de démarche. Il faut améliorer progressivement dans le temps. Autre point intéressant, c'est que les pays, les experts qui travaillent sur la MRV pour le secteur forestier devraient participer aux analyses techniques qui sont une grande source d'apprentissage. Cela vous aide lorsque vous devez élaborer votre propre inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres, les émissions, etc. Et j'ai déjà mentionné que il est possible d'identifier quelles sont les possibilités pour un pays de renforcer ses arrangements institutionnels, ce qui est absolument indispensable pour assurer la cohérence des rapports. On a parlé de la fiabilité des rapports dans le temps. Établir une institution nationale aidera à cette cohérence. Donc, j'espère que très succinctement, cela a répondu aux principaux points évoqués par les pays pour qu'ils puissent se préparer et être prêts au moment où ils devront préparer des rapports sur la transparence améliorée. Merci, Émilie. Merci, Jenny. Merci beaucoup de cette réponse. Je vois que vous êtes très active dans la boîte de dialogue et dans la boîte questions-réponses. Merci beaucoup de votre participation active à la session questions-réponses et au sondage. J'aimerais, Émilie, encourager les participants après la formation à parcourir la présentation que l'on nous a faite, de la revoir plus tranquillement, parce que dans cette présentation, il y a une mine d'informations et cela pourrait les aider à aborder les étapes suivantes de leur travail. Merci. Oui, nous enverrons les présentations à travers la plateforme. Effectivement, il faut que ça décante un peu. Merci à Lisa et Jenny et à Francesca, Torina, Thomas et Ricardo pour leurs interventions et présentations. On a eu vraiment énormément d'éléments en 1h30. J'espère que ça nous a aidé à consolider un peu tous les éléments sur lesquels on a apporté le cours en ligne. Donc, merci d'être venu à ce dernier webinaire du cours en ligne. Il y a encore pas mal de questions dans la boîte questions-réponses, mais nous les prendrons par la suite et nous vous enverrons donc l'enregistrement et les présentations. Je vais donc remettre le micro à Monsieur Rondor. Je crois qu'il faut que nous terminions. Il est responsable forestier du projet CBIT Forêt, renforcer les capacités pour accroître la transparence dans le secteur forestier, et Rosia vise à rendre des rapports plus transparents dans le cadre de l'accord de Paris. Merci. Nous sommes presque à la fin de cette deuxième édition sur la transparence dans le secteur forestier au titre de l'accord de Paris. Alors, simplement quelques remarques de clôture. J'espère que vous avez été intéressés par le webinaire autant que je l'ai été. Nous avons couvert beaucoup de matériel lié à la transparence dans le secteur forestier qui va cimenter tout ce que vous avez appris pendant ce cours. Merci aux intervenants qui nous ont permis de comprendre la transition du MRV à l'ETF.
nous avons vu nous avons assisté à la pointe de ce qui se fait dans ce domaine de la part du secrétariat de la Convention cadre. Francesca nous a parlé des arrangements institutionnels et en ce qui concerne l'élaboration des rapports sur le secteur forestier. Et nous savons que c'est un secteur qui est très important du fait de son potentiel de séquestration du carbone de l'atmosphère, des possibilités de restaurer les services de la forêt pour réaliser l'objectif de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement de la planète et pour diminuer les gaz à effet de serre. Ça a été un honneur d'accueillir Georgina, Thomas, Ricardo du Chili, du Ghana et de l'Italie respectivement, qui nous ont permis de voir comment ces trois pays suivent leur secteur forestier, améliorent la transparence et prennent des actions pour lutter contre le changement climatique. Je vous explique quelles sont les autres étapes du MOC. Alors, pourquoi est-ce que nous avons mis cela au point? Je vais résumer. Avec le module. D'ailleurs, alors déjà, prendre le test pour terminer l'enquête et vous recevrez une attestation électronique. Les 3 dernières semaines ont été très intensives et nous sommes très heureux d'avoir pu vous accueillir nombreux dans des débats interactifs. J'aimerais vous remercier tous de votre participation active. En même temps, j'exprime ma gratitude à l'équipe, aux experts qui ont aidé à la conception de ce MOC et animé les webinaires d'hier et d'aujourd'hui. Merci à Lisa Jenny de la Convention, merci à la FAO, à tous ceux qui sont venus nous rejoindre des différentes régions, représentants de Costa Rica, Mexique, Chili, Italie. Merci également à l'Académie d'apprentissage de la FAO qui a rendu cela possible. La variété des contenus des 4 modules a été intéressante. Elle aura intéressé, je l'espère, les responsables forestiers. Ils y auront trouvé des thèmes qui les intéressent. Mais nous espérons que la possibilité qui leur a été donnée d'examiner les questions liées au rapport, au titre de l'accord de Paris, sont quelque chose qui leur est apparu comme novateur. Les étudiants qui s'intéressent au changement climatique auront eu la possibilité d'explorer plus dans le détail certains aspects de l'accord de Paris qui sont liés au secteur forestier. De notre côté, nous avons beaucoup apprécié la riche variété d'expériences, de langues, de nationalités de tous les participants de ce cours en ligne et leur participation aux activités d'apprentissage. Ces jours prochains, nous allons analyser plus en détail les résultats de ces formations en ligne pour comprendre les modalités de participation et son niveau. En ce qui concerne la couverture du cours, j'ai déjà quelques détails à vous donner. 862 participants de 129 pays se sont enregistrés dans le monde entier, 40% de participation féminine. Et les leçons interactives ont été suivies par plus de 300 participants. Les forums ont été utilisés pour partager les connaissances et les expériences entre les pays. Ce MOOC a été réalisé dans le cadre du projet des forêts du CBIT. Il veut accroître les capacités techniques et institutionnelles pour encourager le partage des connaissances et la prise de conscience pour l'ETF, surtout dans le secteur des forêts. Je vous invite à consulter et partager avec vos réseaux nos produits de savoir mondial disponibles et ouverts à tous, y compris
l'évaluation des ressources forestières mondiales de la FAO, avec sa plateforme de dissémination et de rapport pour faire un rapport sur les données sur les forêts, les outils développés pour faciliter l'évaluation et des besoins donc des systèmes nationaux de suivi des forêts, là aussi tout ce que nous avons choisi, les études de cas, par exemple, nous avons eu le Chili et le Ghana aujourd'hui, et le partage des connaissances a été créé grâce à le cours d'apprentissage électronique dans les 6 langues des Nations Unies et 3 éditions de cours en ligne ouverts. Vérifier toutes nos activités, nos produits, donc dans les rapports sur la prochaine année. Suivez-nous sur les pages web du CBIT Forest ou le tableau Trello. Et puis, vous pouvez nous trouver plus d'informations et le calendrier des événements. Nous espérons que vous avez apprécié ce cours et que vous serez à même d'appliquer et de transférer les connaissances nécessaires pour vos activités dans vos pays afin de maintenir la communauté nationale et de lui permettre d'atteindre ses objectifs ambitieux de l'accord de Paris. Le message clé que nous voulions communiquer, vous l'avez tous entendu, le cours a rappelé ce qui était très établi, c'est-à-dire des bons systèmes nationaux de suivi des forêts sont indispensables pour avoir des données solides et cohérentes sur les forêts, pour faire un rapport sur les émissions donc, ou l'absorption de carbone par les forêts, et cela dans les rapports d'inventaire nationaux. Et une troisième et dernière édition de ce cours se tiendra en septembre 2021 pour continuer à faire prendre conscience de ces problèmes. Continuez à partager les informations avec vos collègues, avec vos institutions. Restez vraiment avec nous et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Émilie. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Rocio, je pense que nous pouvons nous attenir là. Nous avons déjà un peu dépassé le temps qui nous était imparti. Merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et je vous souhaite, comme Rocio, une excellente fin de journée. Au revoir.